Ah, la franc-maçonnerie, c'est une organisation qui fascine, qui intrigue, surtout à cause de son langage un peu à part, fait de rituels et de symboles. Mais derrière tout ce mystère, il y a une vraie logique. Allez, on plonge ensemble dans cet univers pour essayer de décoder tout ça. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi passer par des images, des objets? C'est juste pour le plaisir du secret, pour créer un club fermé, ou est-ce que peut-être ces symboles sont la clé pour comprendre une façon de penser qui ne rentre pas dans les mots de tous les jours? Eh bien, cette citation nous donne un sacré indice. En fait, le symbolisme, c'est pas vraiment un code secret fait pour exclure, c'est plutôt un autre type de langage. Un langage conçu pour ouvrir l'esprit, pour nous faire réfléchir d'une autre manière, là où les mots, parfois, ne suffisent plus. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Imaginez qu'on entre dans l'atelier d'un franc-maçon. On va voir ensemble comment des outils de bâtisseur, des objets tout simples, se transforment en instruments, pas pour construire un bâtiment, mais pour se construire soi-même. Tenez, voilà un exemple parfait, les pierres. La pierre brute, c'est un peu l'esprit à l'état naturel, avec tous ses préjugés, ses a priori. La pierre taillée, elle, c'est l'objectif à atteindre, une pensée claire, nette, précise. Le fait d'avoir ces deux pierres en permanence sous les yeux, ça pose une question silencieuse à chaque membre. Et moi, en ce moment, mon esprit, il est plutôt brut ou il est déjà taillé? Bon, maintenant qu'on a le principe, allons un peu plus loin. On va décoder ensemble quelques-uns des symboles les plus connus de la franc-maçonnerie. Vous allez voir, chacun d'eux, c'est comme une clé qui ouvre une porte sur une idée bien plus vaste. Le delta rayonnant. Ah, celui-là. Le fameux triangle avec un œil au milieu. C'est sûrement le plus mal compris de tous. Non, il ne représente pas un dieu en particulier. C'est un concept volontairement très ouvert, le grand architecte. Chacun est libre d'y voir ce qu'il veut. Dieu, la nature, les lois de la physique, peu importe. L'idée, c'est juste de reconnaître qu'il y a un principe d'ordre, quelque chose de plus grand que soi. L'hexagramme, lui, est d'une simplicité désarmante. Ce sont juste deux triangles qui s'entrecroisent. L'un pointe vers le haut, vers le ciel, le spirituel, l'autre pointe vers le bas, vers la terre, le matériel. Et l'un ne va pas sans l'autre, ils sont inséparables. Ce symbole, c'est un rappel constant que l'être humain se trouve pile à l'intersection de ces deux mondes. Et celui-ci, c'est une véritable feuille de route philosophique. Le point au centre, c'est le début de tout, le travail sur soi, l'introspection. Le fameux « connais-toi à toi-même ». Le cercle autour, c'est le monde extérieur, c'est l'humanité. Le message est hyper clair. On ne peut vraiment aller vers les autres qu'une fois qu'on a fait un peu de clarté à l'intérieur de soi. Tout un programme résumé en un seul dessin. Allez, passons maintenant au sujet qui alimente tous les fantasmes, la poignée de main secrète. Mais vous allez voir, plutôt qu'un grand complot, c'est en réalité un simple vestige du passé. En fait, il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque. Ce qui nous semble si mystérieux aujourd'hui était en fait une pratique super courante. Il y a 400 ans, chaque métier, chaque corporation avait ses petits signes secrets pour se reconnaître. Les francs-maçons n'ont rien inventé, ils sont juste parmi les derniers à avoir conservé cette vieille tradition. Du coup, la réponse à la question « Pourquoi tu ne me la montres pas ?» est toute simple, parce que tu n'es pas membre. C'est tout. Le but n'est pas de cacher un terrible secret, mais juste de préserver un signe d'appartenance. Un petit langage silencieux qui unit ceux qui partagent le même parcours. Bon, maintenant, changeons d'échelle. Comment cette philosophie, qui se transmettait dans des petites assemblées, a pu devenir un phénomène mondial? Pour ça, il faut remonter le temps, direction Londres, au tout début du XVIIIe siècle. Et là, attention, tout va s'accélérer en à peine 10 ans. En 1717, 4 loges de Londres décident de s'unir, c'est l'étincelle. Très vite, un noble devient leur grand maître, on rédige des règles communes, et hop, ce qui n'était qu'une petite initiative locale se transforme en une véritable machine prête à s'exporter. Pourtant, au départ, leur but était très pragmatique, très terre-à-terre. Ces loges étaient composées d'artisans, de bourgeois, qui voulaient avant tout s'entraider. Et leur plan, c'était d'attirer un noble, un mécène pour gagner en prestige, et bien sûr trouver des financements. Et leur pari va marcher, mais au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'arrivée du duc de Montagu en 1721, c'est un vrai tremblement de terre. Ce n'est pas juste un chèque, c'est un des hommes les plus riches et influents du pays qui leur apporte une crédibilité folle. Du jour au lendemain, être franc-maçon, ça devient à la mode. Toute l'élite se presse à leur porte, et ce qui n'était qu'un petit réseau d'entraide prend tout à coup des allures de projet mondial. L'effet est fulgurant. Ce modèle londonien est si attractif qu'en à peine 10 ans, la franc-maçonnerie traverse la Manche. De Paris à Madrid, des loges se créent partout sur le continent.
L'initiative purement locale est devenue un phénomène européen. Alors, société secrète ou plan directeur un peu visionnaire? Quand on y pense, en partant d'un simple outil de maçon pour arriver à un réseau mondial, on peut se dire que la franc-maçonnerie a peut-être inventé bien avant l'heure le concept de réseau social. Un réseau basé non pas sur des algorithmes, mais sur des valeurs et des idées partagées. Une structure qui, des siècles plus tard, n'a pas fini de nous interroger sur le véritable pouvoir des symboles.